Bienvenue dans ce nouveau live de TPC avec Bisport, avec Sofiane en particulier. Très content de vous accueillir, très curieux aussi. Dites-nous qui vous êtes. Moi, je suis Mehdi, le CTO de Bisport. Non, je suis pas le CTO de Bisport, pas encore, et je le Pas serai encore. jamais probablement. Non, je suis Mehdi, le CEO de The Product Crew. Sofiane est le CTO de Bisport. Hop. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va parler à bâton rompu de ce que ça veut dire scaler un produit tech en 2025. On a, je pense, les choses ont beaucoup changé ces dernières années, que ce soit en termes d'outils, que ce soit en termes de façon de travailler, de la façon de recruter, des problématiques produits. Et Bisport est un excellent exemple de la manière un peu moderne de scaler un produit tech. Donc c'est très cool. Merci beaucoup, hein, Sofiane, de venir avec nous, de faire ce live avec nous. Merci à vous pour Salut tout l'invitation. le monde, C'est un plaisir. avec grand plaisir. Ouais, salut Guillaume, ça fait plaisir de te voir sur ce live. Alison, qui est QA chez Appen. Dites-nous un peu, hein, ce que vous faites. Est-ce que vous êtes plutôt back, plutôt front? C'est quoi les problématiques tech qui vont vachement vous intéresser en particulier? Euh, c'est aussi, comme toujours, hein, dans ces lives, il y a le replay après et on peut attendre le replay et le regarder à tête reposée. L'intérêt d'être dans ces lives, c'est vraiment de participer, c'est vraiment d'être présent et de nous dire un petit peu comment est-ce que quelles problématiques vous avez et comment est-ce que vous pensez les problématiques que Bisport peut avoir à l'inverse. Donc on va essayer de rendre ça hyper interactif. Bisport est une Scale Up maintenant. Vous avez annoncé votre série B de 30 millions, il me semble, en novembre dernier, accompagné par des très beaux fonds, euh, lancé par des Français, par trois Français, toi, Zakaria et Marc, en 2018. Pour la petite histoire, j'étais incubé dans le même incubateur à la Blue Factory de l'ESCP à l'époque. Je vous voyais galérer avec deux stagiaires. Là, maintenant, vous en êtes là. Vous êtes hyper méconnu sur la scène tech française alors que ce que vous faites est canon et ça mérite d'être mis en avant. Et pour cause, hein, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez commencé votre scale directement à l'international. En fait, c'est assez original comme modèle, très ambitieux. Et le bureau premier de Bisport, il se trouve à Barcelone. Et il y a de plus en plus de startups françaises à Barcelone, comme Back Market Itch également, on reviendra peut-être dessus. Euh, voilà. Je vais te laisser peut-être, Sofiane, tout simplement dire qui tu es et tout simplement nous parler aussi de Bisport et de comment c'est né. Ouais, bah alors, une fois de plus, enchanté tout le monde et merci Mehdi pour l'invitation. J'ai pas énormément l'habitude de présenter, donc excusez-moi s'il y a des petits flous. Moi, donc Sofiane Medboui, j'ai une formation qui est business et ingénieur, une formation mathématique aussi. J'ai commencé par la data science au début de en plus, ce qui m'intéressait, la data science, la finance. J'ai très vite trouvé des défis intéressants sur le data engineering, ce sur quoi j'ai commencé à me spécialiser. Et en fait, très vite, quasiment, en fait, en sortie de mes diplômes, on avait commencé ce projet, parce qu'à la base, c'était un projet avec Zakaria Mansour, sur le Besport, en fait. Donc, à la base, on a une approche très différente. On a une analyse marché, en fait. On s'est pas dit, on a une super idée parce qu'en fait, on est des sportifs, on connaît le milieu du yoga, ou je sais pas. On se dit, où est-ce qu'il y a de la dépense récurrente? Où est-ce que les gens dépensent leur argent et où est-ce que le marché est pas digitalisé ou fragmenté? C'est à l'époque des Uber, des Deliveroo, etc. Donc il y a vraiment cette mode-là un peu de l'annuaire sur lequel tu dépenses de l'argent. Et on s'est dit, bah, le sport, c'est compliqué de trouver sa salle, c'est compliqué de réserver, c'est extrêmement fragmenté, les sites sont pas terribles. Faisons quelque chose là-dessus. Un peu à la modèle ClassPass, Gymlib. Et donc ça, c'était l'idée initiale, de laquelle on a piloté au bout de 6 mois. Je vous recommande d'écouter le live de Zakaria, il rentre pas mal dans le détail là-dessus. C'est sur notre chaîne YouTube, on Et va vous le partager. ouais, donc je fais pas de pub à des concurrents. Et du coup, en fait, en faisant on a fait notre application, elle marchait, on a eu une présence sur le marché parce qu'on avait quand même discuté avec beaucoup de studios, notamment à Paris, et on s'est rendu compte que le vrai besoin qu'il y avait sur ce marché, la raison aussi peut-être pour laquelle c'était aussi fragmenté,
c'était que le SaaS était pas là. Il y avait des plateformes qui existaient, mais qui étaient âgées, très vieillissantes et ouais, pas terribles à l'utilisation, quoi. Et en fait, nos clients pour le B2C nous demandaient si on n'avait pas une plateforme de gestion nous-mêmes. Et en creusant un petit peu, on a vu la taille de ManBody, une boîte qui était cotée plus de 2 milliards. On s'est dit, bon, cette boîte-là qui est quand même énorme, le produit est pas ouf et il y a la concurrence, mais ils sont pas encore si présents que ça. Tendons quelque chose, allons sur ce marché-là et passons en B2B, puis B2B2C. Je reviendrai là-dessus, peut-être sur le système de paiement. Mais voilà, ça s'est fait très vite au bout de 6 mois, le pivot. Et par contre, ça a pris ouais, plus d'1 an avant d'avoir une plateforme qui soit capable de répondre en fait aux besoins des clients par rapport à un truc aussi énorme que ManBody notamment, mais pas que. Donc aujourd'hui, donc on est passé par plusieurs phases de scale. On est sur un business qui est très prédictible, donc on n'est pas sur une startup où on crame beaucoup d'argent juste pour survivre, mais on crame quand même de l'argent dans le sens où notre ambition, c'est grandir. Pour le dire concrètement, on a une stratégie qui est de devenir leader européen, mais on veut vraiment, pour aller très vite dessus, on veut grossir et devenir plus présent en fait sur la scène européenne et internationale. Donc, pour donner quelques chiffres, peut-être, aujourd'hui, on a quelque chose comme 5 millions de bookings sur le dernier mois. Et tous les jours, hier, on avait eu quasiment 2 millions de tractions qui sont passées par le site. Et bon, forcément, des millions d'utilisateurs derrière. C'est beaucoup de scale et surtout c'est beaucoup d'implantation dans la vraie vie. C'est-à-dire que c'est pas de l'argent pour un pur SaaS, c'est en fait des gens qui vont aller à une salle, qui vont participer à une activité, qui vont voilà, ça inscrit dans le monde réel et ça implique aussi des choses sur la stratégie de produit, sur la reliability de notre système. Et voilà pour la présentation un peu générale. Juste ce qu'on fait, parce que je l'ai quand même pas vraiment évoqué. Nous, on Ouais, est ouais, ouais. la plateforme de gestion. Ouais, le produit, qu'est-ce que c'est? Donc le produit, c'est un SaaS. Essentiellement, c'est un SaaS pour les studios. Donc en fait, ce qu'on leur provide, c'est une gestion de la réservation, de leur paiement, un CRM, le marketing, de la VOD, du reporting, enfin pas mal de tout le package en fait de gérer ton entreprise pour le secteur de la boutique fitness. Typiquement, pour se représenter, une boutique fitness, c'est disons un studio de yoga, par exemple. Ça, c'est le cœur de notre produit, c'est le cœur de ce qu'on fait, c'est là où il y a l'essentiel de notre développement. Mais je le disais juste précédemment, on est une boîte B2B, mais aussi B2B2C. C'est-à-dire que les clients, les utilisateurs finaux, des gens comme vous et moi, on a envie de réserver facilement. Donc, on a toute une collection de front-end pour les users finaux, pour le B2C, des widgets qu'on va mettre sur des sites et surtout des applications mobiles. Donc, aujourd'hui, on a plus de 1000 applications mobiles, enfin, x2 Android et iOS qu'on déploie et qu'on maintient à jour qu'on maintient à jour nous-mêmes. Et c'est aussi une partie importante de développement de notre business, même si le cœur de ce qu'on fait et le cœur de ce qu'on vend aussi à nos clients, ça reste la plateforme B2B. Et du coup, derrière, ce que ça suppose, c'est, enfin, il y a quand même un point assez important, Sofiane, dont on n'a pas parlé, c'est que en fait, vous avez démarré à Paris, mais très vite, vous avez migré à Ouais. Barcelone. En Qu'est-ce fait, qui a motivé ça, ouais. à la base, on a commencé à Paris. Donc, bah, tu l'as dit, un QB à l'ESCP. Après, on a eu un premier petit bureau. On était 6-7 à Paris, Stalingrad. En fait, on est très vite allé sur Barcelone pour des raisons business, on va dire. On s'est lancé à l'international, nous, en termes de stratégie go-to-market. Et on a très vite eu besoin d'internationaux. Donc, de gens qui vont parler allemand, qui vont parler anglais natif, qui vont parler espagnol, qui vont parler Dutch aussi, marché très, très important. Et ça, à Paris, c'était plus compliqué qu'à Barcelone. Barcelone, c'est une ville très internationale, beaucoup de passages, beaucoup de gens très bons. Paris, c'est très très bien, mais ça reste très français dans le sens où bon, les gens qui vont venir à Paris, c'est les gens qui parlent français. Ça te limite fortement en fait à la possibilité d'avoir des personnes bien capées dans notre langage et d'autres natifs, quoi. C'est pas impossible, mais Barcelone, c'est quand même plus simple pour ça. Et puis nous, ça nous permettait aussi d'asseoir un peu notre vision internationale, parce qu'on est parti à Barcelone, mais on reste aussi à Paris. Aujourd'hui, on a un bureau qui est quand même plus petit, mais un bureau à Paris, et c'est l'entièreté de l'équipe data, et deux feature team, appelons-les comme ça, tech et produit.
Donc, on a un peu cette double approche. Suite à la série B, comme je disais tout à l'heure, notre mission, c'est vraiment de devenir le leader européen, entre autres, mais en tout cas leader européen, sur d'autres missions aux États-Unis notamment. Donc là, on a commencé à ouvrir des bureaux dans le reste de l'Europe, notamment à Londres. On a ouvert notre premier bureau, je crois hier ou la semaine dernière, enfin très récemment. Et on est en train de faire la même chose à Berlin et très probablement dans d'autres villes d'Europe. Et à Paris aussi. Et alors, on ne Vous avez rouvre gardé, pas un bureau à Paris, mais on grossit, quoi. On vous avez grossit gardé très, très Paris, fort. donc vous grossissez très fort. Ouais. En effet, en effet. Écoute, très cool. Et juste pour finir un peu cette phrase un peu, enfin ce contexte un peu juste pour qu'on sache. Là aujourd'hui, vous êtes, il me semble 180, peut-être un peu plus chez Mm. Besport. À la tech, le produit à la data, comment est-ce que ça s'organise? Comment est-ce que, enfin, Ouais. vous avez quoi comme profil et comment est-ce que vous travaillez? Ouais. Donc à B-Sport, en termes de staffing sur l'équipe purement tech, donc engineering, et j'enlève la data, on est un peu plus d'une vingtaine de personnes qu'on est en train de doubler littéralement d'ici la fin de l'année, plus des engineering managers, donc on dépasse quand même un petit peu ça. Et la manière dont on a travaillé, donc ça c'est intéressant parce que on a changé en fait. On a changé, on change de manière de travailler à chaque fois qu'on passe une table de scale en fait. On essaie d'être quand même assez pragmatique et d'être assez fluide dans nos conceptions du temps, de la code base pour revenir dessus, des organisations de travail. À chaque fois qu'on passe un scale, seed, série A, série B, c'est d'autres enjeux, c'est d'autres problématiques, c'est d'autres timelines sur lesquelles tu travailles. Et donc, tu te réorganises. Là, l'organisation qu'on a actuelle, qu'on a mis en place juste avant la série B, c'est les systèmes de pod, de vertical produit. Donc, en fait, des espèces d'équipes qui vont être totalement indépendantes, disons. Tu vas avoir un product manager, un designer et un engineering manager et des IC. Donc, typiquement, des petites équipes, hein, c'est des équipes de peut-être 6 personnes. Ça va dépendre après de la team. Des fois, tu vas avoir un demi-designer, c'est une équipe très back-end, mais des petites teams atomiques qui peuvent être réactives, agiles et qui peuvent prendre des choix, en fait. Et donc là, les équipes, on a l'ambition d'en avoir au moins 8 dans les très prochains mois et un petit peu plus qu'on va commencer 2026. C'est une orga un peu proche des feature teams, tu vois, Ouais. qu'on peut avoir. La différence, c'est que, et elle est assez notable, c'est que la plupart des profils qui bossent avec vous sont quand même assez, enfin, sont des IC à minima senior. Mm -hmm. Et en fait, vous avez fait le choix de l'hyper-autonomisation des équipes, Ouais. ce qui est particulier et ce qui donne des très bons résultats, mais en même temps avec des effets de bord. Tu as quoi, par exemple, comme effet de bord de ça, d'une orga comme celle-là? En fait, le premier qu'on a d'un point de vue vraiment organisationnel et presque, enfin, budgétaire, en fait, c'est que si tu définis les trucs comme ça veut dire que tu définis a priori l'effort que tu vas être capable de mettre sur ta vertical business. Tu as un exemple, on dit financial service, c'est une team. Ta team, ça va être compliqué de la split en deux. Tu peux le faire, mais il va falloir recruter un general manager, machin. Ça va être un petit peu long. Donc, tu sais que là, tu vas avoir cet effort-là sur les services financiers et déjà, il faut les occuper, mais ça, c'est pas trop de problème, on a des projets. Mais surtout, tu sais que voilà, ta capacité est capée par rapport à une organisation qu'on avait pré-série B, où c'était beaucoup plus fluide, beaucoup plus compliqué à organiser aussi, mais beaucoup plus fluide, où en fait, quand tu avais un besoin qui émergeait, que suite à une repriorisation ou un problème, une opportunité marché, tu pouvais réassigner des gens assez rapidement à l'échelle d'un mois, un mois et demi sur un projet. Là, avec un système vertical, ça te force à avoir beaucoup plus de projection dans le futur, de vision sur ce que tu as envie de faire sur ton produit et où est-ce que tu as envie de mettre ton effort. Donc, c'est aussi des discussions avec les équipes, comment les appeler, les équipes opérationnelles, disons, donc sales et customer success. Et ça, c'est quand même fondamentalement, ça te fait penser ta stratégie de produit différente. Et nous, la solution qu'on a, c'est de donner plus d'ownership au PM enfin, donner complètement l'ownership en fait au PM sur ces verticales-là. Et du coup, Et, c'est pour répondre un tout petit peu à Emmanuel qui dit la cohérence du produit, c'est un sujet compliqué. C'est un sujet compliqué. En fait, la, le, la vraie réponse, et je vais être un petit peu général là-dessus, ça va être peut-être pas satisfaisant, mais en gros, nous, on veut donner une vision. Donc, une vision qui va être sur 2 ans, où est-ce qu'on a envie d'être en tant que compagnie et quel type de marché, quel type de challenge on a envie d'adresser. Donc, on donne des espèces de North Star comme ça, qu'on définit une fois de plus avec les équipes
opérationnelle. Et en fait, c'est à partir de cette North Star-là que les différentes équipes produits, elles, vont essayer de s'organiser pour remplir ça. Et après, tu as plein de mécanismes de rituels, de discussions pour être sûr que ça continue de fonctionner. Et puis, il faut pas voir ça non plus comme des équipes complètement atomiques. Tu as ton équipe Financial Service qui va être très liée à ton équipe Booking, pour citer un exemple Ouais, concret. t'as des dépendances. Ouais. Mm. Enfin, c'est assez dingue comme façon de faire parce que en général, les équipes, elles ont quoi? Elles ont une roadmap à 3 mois. Évidemment, il y a la vision globale, mais les projets, elles durent pas tant que ça. Bon, vous avez des projets sur le long terme. J'imagine qu'il y a de l'itération. Euh, Est-ce que qu'est-ce qui permet ça, tu vois? Qu'est-ce qui permet de se projeter aussi longtemps? Est-ce que c'est le fait que vous soyez assez euh, à l'aise sur votre marché? C'est le fait que vous ayez les coups des franches avec une levée? C'est le fait que les gens soient hyper seniors? C'est une bonne question. Ce qui fait qu'on puisse être à l'aise, honnêtement, en vrai, il y a quand même, c'est une réponse un peu compliquée. Bon, le premier, c'est que déjà, effectivement, on a de l'argent et on a de la marge. Nous, on était déjà profitable juste avant la série B. Là, on l'est très clairement, on peut investir. Donc déjà, on a une tension qui est redescendue et une possibilité, là, je parle vraiment en termes de psychologie, de pouvoir se projeter un peu plus dans le futur. Donc ça, c'est un côté très financier et un biais que tu as suite à une levée comme ça. Après, honnêtement, c'est la seniorité des teams qui nous permet de faire ça. Et c'est aussi le fait qu'on a switché le rôle de PO à PM. Donc très classiquement, on avait des PO. Et voilà, c'est plein de choses, comme je disais, des teams très fluides, des gens qui vont travailler sur un sujet, puis un autre, puis un autre. Et donc les PO étaient là pour clarifier tout ça et donner des specs très détaillés sur les tickets. Donc bah ça avait ses limites, mais ça a fonctionné. Là, la vraie différence, c'est qu'en fait, on a des PM qui sont plus centrés sur une discovery produit, une synthèse du marché, des propositions qui vont être faites et voilà, une vraie analyse data derrière. Et à partir de ces insights-là, donc qui, comme je disais, s'inscrivent dans une stratégie plus générale de la boîte, à partir de ces insights, il y a une discussion qui va s'installer entre designers et ingénieurs, en fait. Et ces designers et ingénieurs qui vont essayer de répondre aux problèmes et à une proposition de solution de l'équipe PM. Et en fait, tu as donner plus de responsabilité finalement aux équipes qui vont faire le design, qui vont faire le développement, c'est ça aussi qui te permet de laisser les PM se projeter plus et apporter plus de valeur en fait dans leur conception et dans la construction de la vision du produit. Ouais, c'est dingue parce que ça remet quand même en cause un gros paradigme qu'on a dans le monde de la tech qui est enfin, paradigme américain de la vitesse battra toujours la qualité. Et là, vous avez pris le pli inverse, quoi, de dire, OK, on pose une vision sur le long terme, on prend des gens hyper seniors, on prend des PM qui font la discovery, ça va être notre tech qui vont de bout en bout avoir une implication sur le product ownership et et sur le shipping des fonctionnalités. Mm. Enfin, et derrière, bah, ça tranche, hein, nous, avec des scale-up avec qui on travaille, qui ont vraiment cette culture du sprint toutes les 2 semaines, de tester des choses, de changer de vision et de projet tous les 3 mois. Donc, non, hyper intéressant. Si on rentre un peu du coup, dans l'archi back-end, Ouais. j'imagine que tu as des gros sujets autour de la scalabilité et la performance. Tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, bien sûr. La partie back-end, il y a quand même beaucoup de trafic, effectivement. Donc, j'ai donné un peu de quelques chiffres plus business au début, mais effectivement, il y a, enfin, je dirais 1 million d'euros de transactions tous les jours, quoi. 2 millions, pardon. Donc, on a un système qui, pour le dire très vite, on a la stack Kubernetes, bon, c'est sur AWS aussi aujourd'hui en tout cas. Ça scale un petit peu tout seul. Je pense que la partie qui est intéressante, c'est comment on a structuré notre backend et quel type d'archi on a choisi. Donc, j'ai fait le choix à l'époque d'être sur une stratégie monolithique parce que c'était beaucoup plus simple, parce que pendant très longtemps, on a été une toute petite équipe tech. Quand je dis toute petite, il y a 4 ans, on était deux, quoi. Ça a grossi, mais il y a un an, on devait être, je sais pas, 10, 12. Bon, j'ai plus le chiffre exact, mais voilà, une très petite équipe sur un produit quand même plutôt compliqué, plutôt un scope très large. Donc le monolithe nous a permis de
pouvoir créer du coupling un petit peu entre les différents services et pouvoir construire la feature très très rapidement et très très facilement. Donc ça, c'était voilà, le principe de base. Et du coup, maintenant, la question qui se pose, que tout le monde pose et qu'on pose aussi en interne, c'est pourquoi pas faire une migration et passer sur un système plus microservice. Et mon take peut être un peu contentieux ici, c'est que globalement, la plupart des gens n'ont pas besoin de microservices. Mais vraiment, absolument pas. Pourquoi on arrive à scale, on arrive à gérer autant de transactions, autant de flux même, parce que avant de faire ton paiement, tu as quand même beaucoup d'interfaces à passer, des calendriers à scroller, etc. Et bah, ça marche bien. On a des problèmes de scale, mais qui sont pas forcément sur cette partie-là. Donc pour moi, le premier take, Dites-nous dans le c'est live, ouais, dites-nous chaud. Et si vous êtes plutôt parti sur un monolithe ou sur ou sur du microservice dans votre orga, c'est un sujet que je vois de plus en plus popper là, même dans des grosses boîtes tech qui reviennent sur la dimension microservice. Par contre, j'ai quand même envie d'ajuster un petit peu ce que je dis, c'est que le microservice, en général, on n'en a pas besoin, et certainement pas pour scaler l'infrastructure. Par contre, on peut avoir besoin d'une approche un peu plus modulaire qu'on a envie de donner, bah, je reviens sur l'ownership, hein, mais plus d'ownership au team et plus d'agilité. Et donc ça, effectivement, c'est le vrai gain du microservice, ça n'a pas de ta scalabilité, etc. Et ça va te poser énormément de problèmes en termes de problèmes techniques très concrets de comment tu vas gérer ton orchestration derrière, comment tu vas éviter pas mal de soucis un peu techniques sur lesquels je peux revenir, mais je sais pas si ça le compte. Mais bon, en termes de N plus 1 query qui deviennent des N plus N fois M query, tu vas avoir des problèmes de traçabilité, tu vas avoir un network qui va se complexifier énormément. Donc faire du full microservice, c'est quand même beaucoup de problèmes qui se posent. J'ai vu ça, j'ai parlé à pas mal de CTO aussi et amis qui sont sur de choses. C'est sympa, hein, c'est très sympa, ça va être quand même une très grosse agilité, mais c'est quand même très compliqué. Donc moi, ma stratégie là-dessus, c'est plutôt, bon, enfin, si je dois donner un conseil, microservice, pourquoi pas. Si les gens ont l'habitude de travailler là-dedans, ils sont très seniors et vous avez une équipe qui soit capable de gérer le networking sur vous. Maintenant, il y a un entre-deux à trouver. Tu as ton monolithe qui est cool, mais qui te permet d'aller super vite de construire. Mais par contre, tu vas pas avoir beaucoup de temps. Ça va être compliqué de séparer un petit peu la responsabilité entre tes teams. Tu as tes microservices qui vont être très compliqués, où tu vas avoir des petits services qui vont te servir à te générer un PDF et il va faire que ça. Et du coup, tu vas vite te retrouver avec 200, 300 microservices. Alors, je pense qu'on aurait, ouais, j'avais compté, on sera à du 200 microservices aujourd'hui si on devait faire vraiment par app, quoi. Donc, bon, 200 microservices en dev et un SRE, c'est pas ouf. Donc, l'entre-deux que nous, on a choisi en interne, c'est de faire une approche plus modulaire, une espèce de monolithe modulaire que je simplifierais en disant des services, en fait. En gros, l'idée fondamentale, c'est que tu as envie de donner, d'avoir un service dans ton code, d'avoir un système qui va dépendre d'une team. Peut-être qu'une team en aura deux, parce que ça fera sens. Peut-être ils en auront trois, mais maximum, parce qu'en vraiment, tu as une raison qui va être business plus que technique. Si tu fais ça, tes teams vont pouvoir comprendre tout le code facilement parce que ça va être clusterisé à un seul endroit. Ils vont pouvoir déployer indépendamment si tu fais bien les choses. Ils vont ouais, avoir beaucoup plus d'agilité et tu vas pas te retrouver avec ta complexité de ta team doit gérer 20, 25 microservices avec tous les problèmes SRE derrière. Et après, bon, il y a d'autres raisons pour lesquelles c'est plus simple en termes de networking aussi. Et ça, c'est l'approche qu'on a choisie. On essaie de trouver un entre-deux qui permet de nous améliorer sur la delivery, de pas aller trop loin sur la complexité, et aussi d'améliorer la reliability de notre système. Si le système de booking crash, bah, t'es OK sur des systèmes financiers, par exemple. La vraie question pour moi qui doit se poser dès le début et qui est pour le coup compliquée, et c'est pour ça qu'il faut des seniors à mon sens dès le début dans une structure tech, ça va être plus sur ce qui scale mal, donc les bases de données en fait. Les bases de données ou tout ce qui est stateful. Et ça a l'air, enfin, souvent on pense pas au scale, souvent dès le début on se dit bon, je vais pas faire, tu vois, je vais pas faire du microservice typiquement, m'en fous. Très bien. Quand tu penses à tes bases de données, ma recommandation, pour le coup, c'est vraiment identifier des access patterns dès le début, penser au maximum de scripts que tu vas avoir. Parce qu'en fait, c'est pas beaucoup de coûts au début de structurer ça bien. C'est des technos qui sont éprouvés. C'est dur de faire quelque chose de trop exotique. Toujours, les devs sont très créatifs, moi le premier. C'est dur d'être trop exotique. Et par contre, c'est très, très, très
très dur à changer quand tu commences à scale, quoi. Donc bon, c'est un peu mon take un peu général sur la partie back-end archi. Ouais. Je tiens quand même à dire que la partie microservice, des équipes très seniors et qui ont l'habitude de travailler avec, why not? Mais gros warning sur les complexités opérationnelles qu'il va y avoir derrière, quoi. Il faut que tout le monde soit on board et pour le coup, il faut vraiment que des seniors, quoi. Des très seniors. T'as quelques réactions hein, dans le chat sur la partie monolithe distribué, archi orienté service. Euh, et on le voit, enfin, c'est un tout petit échantillon, mais j'ai l'impression j'ai le sentiment qu'on revient quand même pas mal pour les raisons que tu décrivais. On revient pas mal sur cette question de microservices à maintenir, à gérer, puis les coûts qui peuvent être associés derrière. Je sais pas si Mm. tu veux réagir, Sofiane, là-dessus. Non, mais je suis voilà l'article. Alors je l'ai pas lu là, mais je vois modular monolithic architecture. Ouais, c'est les termes en tout cas, c'est ce qu'on est en train de faire, quoi. Donc On aujourd'hui, on avait, est pour les détails, on est sur une architecture Django, donc Django monolith, et là on est en train enfin là d'ailleurs splitter en différents modules, et on est en train de l'amener de plus en plus loin pour le découpler au maximum. Mais voilà, on fait pas ça en Big Bang, on fait pas ça en Big Bang release, quoi. Tu peux vouloir faire une Big Bang release, mais dans notre cas, ça n'a pas énormément de sens. il y a une question sur l'infra, sur comment est-ce que, quels seraient tes conseils sur l'infrastructure? Vous êtes sur AWS, je crois. Comment est-ce que vous l'optimisez? Comment est-ce que vous déployez? Ouais, bah alors on fait pas des choses très très exotiques là-dessus. On est sur Kubernetes, on a Argo CD, donc c'est un truc système qui va lire ton code et dès qu'il y a un changement qui va en fait le déployer correctement en te gérant toutes les sécurités de si ça pète, je rollback, etc. On est sur chose importante sur quand même plusieurs clusters différents et plusieurs environnements totalement différents pour nous sécuriser au maximum. Et après, je vois une question qui est sur la partie base de données. Donc, effectivement, je pense que c'est la partie importante. On a trois flavors aujourd'hui de base de données. On a Postgres pour tout ce qui va être le relationnel. Des Postgres, qui est quand même moi, ma technologie un peu adorée. Du Redis pour pas mal de choses, essentiellement du clé valeur, du caching en fait, et des data structures un peu exotiques parfois. Et DynamoDB, qui est un clé valeur at scale, où on stocke beaucoup de choses, plus à des fins d'audit aujourd'hui, mais qui va être amené à évoluer. On a des message queues aussi qui existent dans notre infra, un RabbitMQ et un Kafka qu'on utilise de plus en plus. Ça va s'apparenter un petit peu à une base de données dans la manière dont on va l'utiliser, mais ouais, qui est en train qui est en train d'évoluer chez nous. Moi, j'avais une question aussi concernant. Alors, enfin, t'as d'autres questions hein, sur le chat. Peut-être qu'on va les prendre d'abord. Ouais. Euh, c'est sur ce sujet. Donc, la question des DB Cloud pour les microservices. Est-ce que vous en avez en parallèle? Pareil sur Mongo. Mongo pour l'IA, c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent, ça. Hum. Bah, en termes de DB, parce qu'on les héberge, pour le coup, on est en full managé. C'est pas quelque chose que tu as envie enfin, t'as pas envie d'avoir la responsabilité que ta base de données soit up, honnêtement. Moi, c'est l'approche que j'ai toujours eue et l'entièreté de nos DB sont managés, de Redis à Postgres en passant par forcément DynamoDB. C'est une responsabilité qui est trop grosse, on va dire. C'est extrêmement cher, honnêtement, RDS par rapport au coût de compute que tu as derrière, mais je le recommande à tout le monde, quoi. C'est pas très cher sur une toute petite DB. Donc ça, full managé par conviction, par principe, on va dire, et pas de, ça marche bien comme ça. Exception pour les bases de données de monitoring. J'ai une question sur MongoDB IA. Donc, aujourd'hui, nous, on n'est pas encore MongoDB. On pourra être amené à l'utiliser, mais en fait, on est plutôt sur la partie IA et récupération de données sur solutions de data lake, enfin data lake, data warehouse, notamment Databricks, qui va nous servir en fait à stocker nos données, entraîner des modèles et en fait nous fournir une infra pour travailler sur la data. Aujourd'hui,
Alors moi, je viens vraiment de la partie data science à la base, data engineer, donc créer des pipelines, les déployer, faire des modèles et les mettre en prod, c'est quelque chose que je travaillais avant. Aujourd'hui, le space a tellement évolué, il y a tellement de choses automatiques extrêmement puissantes qui existent, que ma recommandation, c'est de passer par des services qui le font pour vous, quoi. Vraiment, puis après, il faut bien suivre son service. Nous, on a choisi Databricks. Je peux donner un petit retour, un petit Rex dessus très rapidement, mais pourquoi on les a choisis? Parce qu'on les sent un peu leaders sur la partie innovation, sur la partie GenAI et agent notamment. Parce qu'il y en a d'autres, tu as les Snowflake, tu as plein de solutions de Data Warehouse, de Data Lake. On a choisi Databricks pour leur vision et la technicité de leur management team. On se dit que le space va beaucoup évoluer, plein de choses vont être créées, plein de nouvelles possibilités vont s'offrir aux startups, aux boîtes tech en fait, de manière générale. Et Databricks a l'air d'avoir la vision pour nous accompagner là-dessus. Après, bon, là, je fais de la prospective, c'est pas du tout. C'est une opinion. Il y a une question, moi, qui me paraît quand même aussi importante à relever, c'est celle d'Yvan sur est-ce que vous vous êtes posé toutes ces questions dès le départ, ou quasiment, tu vois, dans les 2 premières années, on va dire, ou plus tard, c'est venu dans les différentes étapes du scale. Bah, quelle question? Parce qu'on s'est Bah, toutes posé, ces, j'ai parlé de beaucoup de. Ouais, Ouais. bah, toutes ces questions en fait d'optimisation de l'infra, quoi, d'optimisation de l'infra, toutes ces questions Mm. de prévision de votre scale. Bah, nous, la partie Kubernetes, on l'a quand même mis en place, on a investi dessus très très tôt. Quand je dis très tôt, c'était, on devait être dans l'équipe tech, on devait être de mémoire trois dont un stagiaire hein, et moi, une personne plus senior. Donc dès le début, on a investi dessus parce que ça te en termes de charge mentale, c'est quand même très bien d'avoir un Kubernetes. J'ai Donc une, pas un système qui auto-scale, mais en tout cas un système qui se déploie facilement. On l'a mis très vite. Ouais, pardon. excusez-moi, mais je saute peut-être du coq à l'âne, mais vous avez fait le choix en termes de langage de programmation. Vous avez fait le choix de Python Mm. principalement. Donc nous, on est recruteurs hein, chez TPC. On voit littéralement une explosion de l'utilisation de ce langage. Vraiment, même si c'est pas encore ce qu'il y a de plus utilisé dans la tech, ça explose et nos chiffres, on a une grosse étude sur le marché de la tech, les salaires, les langages utilisés, un gros truc qui vient de sortir, on va vous le partager dans le live. Euh, Comment t'expliques ça? C'est quoi tes hypothèses autour de ça? Et c'est une question pour vous aussi, le public, sur est-ce que vous voyez la même chose? C'est quoi vos explications autour de cette explosion de l'utilisation de Python? C'est le meilleur langage. Non, c'est Python, c'est. Bon, en vrai, c'est la data science, hein. Moi, l'un des facteurs quand même qui me poussait à utiliser Python, c'est que j'en ai fait beaucoup en data, quoi. Et donc bon, c'était quand même j'avais quand même un gros biais sur ce langage. Non, mais plus sérieusement, je pense que la raison pour laquelle il y a cette explosion aussi en back-end, c'est la versatilité du langage, le côté, ce qui rend la communauté très très dynamique. C'est très facile de rentrer dedans. C'est quand même, tu peux à peu près tout faire. C'est quand même très profond. Tu vas avoir des soucis de performance si vraiment tu fais du compute sur Python. Et encore, il y a plein d'astuces et de technologies pour pouvoir accélérer ça. Et c'est vraiment le côté très très versatile. Par contre, ça, en tant que langage très versatile, ça te permet quand même de faire beaucoup de choses et un petit peu trop. C'est pas un langage qui est très cadré, c'est un langage sur lequel, qui est pas cadré en fait, sur lequel le typing est moyennement bien implémenté. Je parle pas dans le langage lui-même, mais dans la communauté. Nous, on utilise, donc je disais tout à l'heure, Django, un peu de Fast API aussi, donc là, c'est très bien typé. Sur des librairies voilà, historiques comme Django, Celery et autres, ton typing est quand même un peu. Voilà, tu sens que c'est quand même pas super mature là-dessus. Et tout ça, ça fait que Python, c'est quand même pas le langage le plus sécu du monde, quoi. Ouais. Par construction, mais même aujourd'hui, ça avance dans la bonne direction, mais c'est pas. Ouais, faut faire attention avec Python. Donc, faut avoir des gens qui sont seniors, mais surtout des gens très, très pragmatiques. Et j'ai vu un nombre d'abominations en Python, de systèmes qui sont devenus très complexes, mais très
très élégant, mais très très complexe, pour pas forcément beaucoup de raisons. Bah, recours sur Python, c'est vraiment keep it stupid simple, quoi, comme on me dit habituellement. Vous, ça vous avait créé quoi comme problématique, euh, tu vois, d'utiliser ce langage à l'échelle de la boîte, enfin, que ce soit des problématiques techniques ou même des problématiques, on va dire, de compétences dans l'équipe? En termes de compétences, bah ça c'était super avec Python parce que même si tu connais pas le langage, c'est quand même très facile de rentrer dedans. Et vu qu'il n'est pas très opinionated, tu peux te retrouver en fait en Python, que tu viennes du monde du Java ou d'un monde un peu plus fonctionnel, tu peux rentrer dedans quand même facilement. C'est un langage qui reste moderne. Donc ça, tu vois, c'est quand même le gros point positif de Python, c'est que voilà, c'est un langage qui parle à tout le monde. C'est facile de se former. L'importance qu'il y a pour une boîte, par contre, c'est d'être capable de cadrer tout ça. Donc, l'une des raisons qui a fait qu'on a réussi quand même à développer beaucoup de features avec des équipes réduites et en plus très juniors, c'est aussi le cadrage en fait de tes développements. Quand je dis cadrage, je ne veux pas dire tu fais des petits tickets, tu écris du code un petit peu bête. Je veux dire en termes de guidelines que tu dois mettre sur ton code, expliquer en fait c'est quoi la bonne manière de faire avec des exemples simples, fournir du tooling derrière. Et moi, je suis un grand fan des linters. Donc, un truc qui va analyser ton code et qui va te dire, bah là, ton pattern, il est pas bon, il est interdit. Pour cadrer un petit peu et faire en sorte que ton code Python soit pas le code de différents individus, mais le code d'une équipe. C'est quelque chose bon, qui est, t'as envie de faire sur tous les gages, sur toutes les stacks, mais je trouve ça particulièrement important en Python parce que le côté non opinionated fait que c'est très facile à chacun d'écrire son propre code Python. Bon, après, pour revenir sur les problèmes de ce langage que nous on a rencontré, en termes de performance, bon, il y a peut-être deux, trois moments où on a fait des erreurs dessus et on s'est pas rendu compte que c'était un langage à compiler, mais j'en ai aucune qui me revient en tête. C'est vraiment le côté typing, en fait, qui nous a parfois un peu mis un petit peu dans la sauce, disons. Ouais, écoute, c'est des problématiques dont on entend pas mal parler. Pour autant, ça a quand même, il y a quand même une grosse hype, et vous l'avez bien dit hein, dans le live, autour des sujets IA, data. Avec Python, ça tombe bien, on va un petit peu, on va un petit peu parler de ces sujets-là. J'ai quand même une première question, peut-être un peu provoque, mais est-ce que vous allez recruter des Mm. juniors? Est-ce que vous allez continuer de recruter des juniors maintenant que, même maintenant qu'on peut Ouais. utiliser du cursor et d'autres outils comme ça? Non, Ok. non, pas pour l'instant en tout cas. Non, mais Ouais. attends, non, on arrête de recruter des juniors. En fait, ça marche très bien. Nous, on a une culture de growth quand même à l'échelle de la boîte. Je parle même pas que de l'engineering, mais on a tellement grossi, on se repose tout le temps des questions, on se rechange tout le temps entre nous, que ce soit entre sales, CSM, tech, produit, que avoir des juniors, c'était pas un problème honnêtement. Et on a des juniors qui sont aujourd'hui quasi staff en 4 ans, Ouais. ce qui est quand même assez incroyable. Et pourtant, on est très dur hein, sur les entretiens, donc c'était pas gagné pour eux. Mais là, aujourd'hui, sur les sujets qu'on a et des verticales qui sont encore un peu vierges, on a besoin de personnes qui aient du recul, qui puissent être autonomes et qui puissent apporter de l'impact un peu sur le long terme. C'est notre politique actuelle. Je ne dis pas qu'en 2026, on ne reprendra pas de confirmer, voire junior. Probablement aussi, c'est-à-dire de fin d'études, c'est toujours intéressant d'avoir un peu de fraîcheur aussi d'esprit et des gens qui veulent grandir. Ça dynamise aussi les équipes. Aujourd'hui, c'est pas il y a plus de postes même confirmés qui sont ouverts. Quoi. Ouais, je Et non, comprends. C'est un je parle peu, de ligne. Ouais. c'est Moi, j'ai un pas été peu. clair, mais je parle de Black. Pardon. Je parle de Black, de l'Inter, mais vraiment aussi de guidelines pour vous répondre sur le chat. De en fait comment tu construis ton service, d'avoir du boilerplate, d'avoir des cookie cutters, d'avoir en fait une base sur laquelle tu construis, plutôt que de dire je crée mon nouveau service par-dessus quoi. Les bonnes practices, c'est quand même beaucoup du cookie cutter et des templates. Quoi. Pardon, Mehdi, je t'ai coupé. Alors, ouais, non, pas de souci. J'en profite pour dire que en ce moment, on a un peu plus de 80 offres ouvertes côté tech chez TPC. Donc, on a un cap de recrutement tech et product assez en vue dans le milieu des startups et des scale-up. Rien que sur la partie tech, on a un peu plus de 80 offres ouvertes. On va vous mettre une adresse mail. Si jamais vous êtes à l'écoute, en recherche, vous vous posez des questions ou autre, ça s'appelle candidat@theproductcrew.io. Droppez-nous un mail,
les quelques bullet points sur ce que vous recherchez et votre profil LinkedIn et on prendra le temps de discuter ensemble. Je reviens un peu sur l'IA. On discutait un peu de l'IA ensemble, Sofiane, et tu me disais que, euh, tu vois, enfin, aujourd'hui, il y a un vrai pouvoir du côté de ceux qui construisent des modèles et qu'en fait, si tu veux, toi, en bénéficier, au-delà de l'aspect opérationnel, productivité, etc., c'est de l'intégrer de manière intelligente dans un soft. En ce moment, c'est un peu les agents qui ont le vent en poupe. Vous commencez à avoir une mine d'or dans la data sportive. J'imagine que vous allez de plus en plus migrer sur ces sujets IA. Toi, Mm. tu vois ce sujet-là et l'intégration dans votre roadmap. Euh, je te ferai une réponse d'être en deux étapes. Pour moi, parce que l'IA, on parle souvent de deux choses. L'IA purement data et l'IA telle qu'on en parle aujourd'hui, qui est plus la Gen AI et les LLM. Donc, bon, je viens de l'autre school. Hein, qu'est-ce que tu fais avec tes data et quel modèle tu peux faire? Je pense que là, nous, on a vraiment comme tu le disais, une mine d'or dans le sens où bah, on gère l'ensemble de nos données, on est au centre du système, on a tout le timestamp de chacun des bookings, des géolocalisations, bref, pas mal de données assez sympas. Et nous, notre objectif, c'est en fait, on a cette donnée, on a envie de la mettre à disposition de nos clients. Et je parle pas de pouvoir faire du reporting, du dashboarding. Ça, évidemment, en tant que SaaS, tu dois le faire. Ce qu'on a envie, c'est de faire émerger en fait bon, déjà des trends sur ce qui sont sur leur business, de pouvoir eux les comparer au marché et surtout de leur donner des recommandations. Tu peux Donc donner des l'un exemples de des ça? objectifs, ouais. Ça a l'air puissant, ça. Exemple très concret. Donc tu gères ton studio de yoga, tu as une séance à 11h, une séance à 13h. Est-ce que c'est le bon horaire 11h? Est-ce que par rapport à ton quartier, par rapport à ton prof, par rapport à ta pratique, est-ce que tu n'as pas envie de le décaler un tout petit peu? Est-ce que tu n'as pas envie de diminuer la capacité en fait de ta séance, le nombre de personnes, pour donner l'impression que ton cours est plus rempli, pour ensuite pouvoir en remplir un autre derrière? Bon, je te donne vraiment des exemples, je te dis pas que c'est ça qu'il faut faire, hein, mais voilà, ces questions-là, tu peux raisonnablement te les poser. Par contre, bon, c'est un peu difficile de faire de l'A/B testing quand tu es un studio de yoga où tu as 2 ou 3 séances par jour, quoi. Par contre, nous, on a un énorme panel de données. On a des studios qui sont quand même comparables d'une manière ou d'une autre. Tu dois débiaiser côté data, mais tu as cette information-là. On a envie de pouvoir provide ce genre d'insight en fait à nos clients. Et ça, c'est nos partenaires. Et ça, on a construit une équipe qui est entièrement dédiée à ça. Donc, le type Business Insight, c'est faire émerger de l'intelligence de notre donnée et la pousser au bon endroit dans le produit. Donc, avoir un petit nudge sur la configuration de ta séance, le faire un petit nudge sur la configuration de ton pricing, des restrictions, des cartes de course, permet de réserver, des nudges sur tes campagnes marketing, etc. En tout cas, te permet de prendre des choix un peu plus éclairés sans te donner l'information confidentielle, mais te conseiller un petit peu plus. Parce que nous, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos clients, on a une grande variété de typologies de clients. Mais typiquement, c'est souvent des passionnés de pilates, de danse, de yoga, de boxe, etc. Et bon, ils gèrent l'entreprise, mais en vrai, c'est pas ça qu'ils aiment. Ce qu'ils aiment, C'est pas des gestionnaires. ouais, ce qu'ils aiment, c'est vraiment partager leur pratique. Et donc, ces gens-là, tu as envie de les aider. Tu as envie pouvoir de les aider à grossir leur PME et de prendre des choix un peu plus éclairés et juste de leur éviter, je vais te dire clairement, hein, de leur éviter de faire fight tout simplement pour ça d'entre eux, qui vont pas du tout savoir gérer une PME. En Et termes donc ça, de c'est use case, ouais. en termes de use case, c'est quand même assez passionnant sur la façon dont tu permets à des gens d'interroger leurs données en langage naturel ou alors de nudger, comme tu dis, quelques conseils pour les boutiques de sport. Du coup, techniquement, pour réaliser cette vision, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? J'imagine qu'il y a des pipelines de data, il y a pas mal de sujets d'algo. Mm. Je vais pas parler de la deuxième partie, mais on va arriver au bout du temps, mais sur la partie LLM, je pense qu'il y a des trucs intéressants à dire, mais ce dont tu as besoin bon, déjà d'une équipe data qui va être, nous, l'approche, l'équipe data, elle plateformise la data. Elle rend ça accessible, clair, documenté, et elle te met ça dans un endroit qui est facilement accessible par tout le monde. Ça, c'est l'objectif de la data. Et quand je dis tout le monde, ça va être les équipes engineering,
mais ça va aussi être des équipes internes, sales, etc. Data est responsable de t'orienter, enfin, de namespacer ça, de gérer ça correctement. Après, tu as essentiellement besoin d'une équipe classique, en fait, produit et ingénieur qui va être capable de l'exploiter. En tout cas, sur l'exemple que je t'ai donné. Bien sûr, de la data science. Une personne en data science, peut-être deux sur l'équipe, qui vont travailler sur le sujet un peu plus long terme, qui vont vérifier les hypothèses, se garantir après que le modèle garde ses performances. Mais tu n'as pas besoin à mon sens en tout cas, d'énormément d'équipes data ingé comme tu en avais un peu plus dans le passé, quand tu as des plateformes comme, une fois plus, Databricks, Airflow, ML, comment ça s'appelle? Enfin bon, tu as beaucoup de briques logicielles qui te permettent quand même d'aller très vite là-dessus. Ce qui est important, c'est la clarté de ta donnée, comment tu la structures et quand tu la rends accessible, une partie data science et une équipe product and tech qui est sensibilisée à ces questions-là. Quand tu portes ça à scale, tu vas avoir deux problèmes. Tu vas avoir les MLOps qui vont arriver. Tu vas devoir garantir la fiabilité une fois de plus de ton modèle. Mais pour moi, il faut quand même voir ça comme une équipe produit classique avec un petit peu de côté data science et voir l'équipe data comme tu vois une équipe SRE en fait, une équipe qui est assez technique mais qui travaille pas pour les autres, qui pas client, qui va juste travailler sur la plateformisation. T'as des Il y a la questions même un peu approche pour les techniques de Yvon et Pierre dans le chat. Euh, sur les sur les technos que vous utilisez pour processer la donnée, sur les modèles que vous utilisez. Ouais, processer la donnée, on est sur une stack. Alors moi, je suis pas officiellement data, c'est sous l'équipe produit, mais pour vous dire un peu comment ça marche, on est sur DBT pour transformer un petit peu la donnée. Cette donnée arrive donc après sur Databricks, c'est exploité sur Databricks. Donc, enfin sur Databricks. Elle est sur un format parquet, si je dis pas de bêtises. J'ai un doute là-dessus. Mais il me semble que c'est sur le parquet sur un object storage S3. Et en entrée, on a une approche CDC, donc Change Data Capture. On écoute le journal de log de notre base de données et avec Debezium, la stack exacte, on stream ça sur un cluster Kafka. Et ça, après, c'est lu, c'est injecté sur l'S3. Là, avec toujours Debezium en sortie. Tu avais une autre question, je crois, sur. Alors, ça, aussi vachement intéressant, c'est comment est-ce que tu organises la veille, techniquement parlant, la veille tech. Puis je pense que c'est une question qui touche un peu aussi à la montée en compétences des équipes, quoi. Même si tu as des gens seniors, bah, faut toujours apprendre, ça va très vite. Comment est-ce que vous organisez ça? On se tient au courant. Non, j'ai pas de recette magique hein, là-dessus. J'ai pas envie de parler Ouais, dans le vide et de dire quelque chose de pas très pertinent. Non, il n'y a on pas de a, magie. on a des channels Slack sur lesquels on parle un peu de ce qu'on voit, on s'abonne à des newsletters, on essaie de se tenir informé. On va participer de plus en plus aussi à des events, conférences, etc. Mais voilà, j'ai pas un truc évident qu'on fait qui est un peu magique qui permet de régler ça, quoi. Effectivement, il faut avoir la curiosité. Effectivement, il faut que ça avance et je vais faire une réponse une fois de plus un peu générale, un peu abstraite, mais pour moi, ça doit être. Enfin, nous, la raison pour laquelle on a ça, c'est la culture d'entreprise, en fait. C'est les valeurs de growth que je citais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui sort d'un peu nouveau, les gens s'y intéressent, ont envie de creuser un petit peu. Et donc, pour que tu sois dans cette espèce d'esprit d'ouverture et de challenger entre différentes personnes de différentes équipes. Ça vient pour moi de la culture. Après, tu as les moyens, ouais, jamais Slack, newsletter, il faut plus, mais si tu veux que ça marche bien, ça doit être un état d'esprit général de ta boîte. Ouais. Idéalement, pas que engineering et data, mais beaucoup plus largement. Ouais, ça fait sens. Bah, j'imagine que tu dois quand même mettre vachement l'accent là-dessus quand tu recrutes des gens, pas forcément être uniquement bon. Il y a ce truc de on va éviter, et on le voit de plus en plus, on va éviter le gros dev, enfin très bon dev, mais pas curieux, isolé dans son coin. Mm. Euh, et Ouais. on va plutôt privilégier les gens un peu curieux, ouais. Mm. Peut-être pour te répondre sur la partie LLM, parce que je voulais peut-être juste en toucher un mot, même si là, je vais faire un peu de prospective pour le coup.
parce qu'on n'utilise pas encore de vrai Gen AI directement dans le produit qu'on gère nous-mêmes. On a des éditeurs, des newsletters il y a de la Gen AI, mais c'est pas nous qui les maintenons, quoi. Pour moi, juste peut-être 2 mots là-dessus. Je pense que c'est le moment d'être créatif sur les LLM, en toute transparence, d'être créatif, ou d'attendre un petit peu de voir ce qui se passe, que beaucoup de choses se passent. En gros, ma position, c'est que on est en train d'avoir beaucoup de nouvelles opportunités produits qui sont en train de s'ouvrir et aussi techniques, parce qu'on a enfin un moyen de prendre de l'information et de la transformer en une autre information. C'est globalement ce que fait un LLM. Ça résonne pas vraiment, c'est pas très intelligent. Tu lui demandes une multiplication 5 chiffres par 5 chiffres, j'ai encore testé il y a une semaine, ça marche pas. Mais c'est quand même assez incroyable en termes de fluidification de l'info, quoi. C'est de rendre l'information liquide. Et ça, je le dis comme ça, c'est une fois de plus très abstrait, ça veut un peu rien dire. Et c'est dans ce sens-là que pour moi, le produit doit être très à jour et vraiment comprendre en fait comment ces systèmes fonctionnent et qu'est-ce qu'on peut faire avec. J'ai un exemple pour essayer de rendre ça un tout petit peu plus clair des exemples un peu basiques mais de features qui sont ouvertes grâce au LLM. C'est vous avez invité Linéaire récemment. Il disait voilà Ouais. pour la déduplication de tickets par exemple, pour te lier un à un autre, pour dire que celui-là est bloqueur par celui-là. Il y a plein de petites features de LLM qui sont cachées à l'intérieur mais en fait, qui sont littéralement impossibles à faire avec un engineering classique, qui sont, je sais pas comment c'est implémenté, mais j'imagine assez facile à mettre de leur côté. Et pour moi, il y a un gros, enfin, il y a beaucoup de choses à faire en ayant juste conscience que ça te prend de l'information, ça te transforme de l'information, ça te permet de normaliser des choses qui, vues de loin, ont l'air différentes. Notre approche dans le produit, ça va être plus, je reviens à Business Insight tout à l'heure, mais de conseiller nos clients donc, elle est conseillée. On va faire notre analyse en disant, je sais pas, change l'horaire de ta séance, par exemple, pour un truc un peu basique. Comment tu donnes cette information à ton client? Bah, peut-être qu'un LLM, il va comparer ça avec les autres séances, il va pouvoir te mettre cette information-là d'une manière qui soit consommable par l'utilisateur. Et peut-être que cette manière d'être consommée, ce sera pas du tout du texte. Peut-être que ce sera un widget, peut-être que ce sera un petit component, peut-être que voilà. Mais en tout cas, le LLM va te permettre de faire émerger l'information et de te la mettre ailleurs. Et pour moi, le LLM va vraiment permettre de faire le vrai impact est ici, plutôt que le fait que ça écrit des mots et que tu peux lui parler, quoi. Qui est quand même quelque chose d'assez incroyable pour pas mal de trucs. Mais le vrai gars, il est là. On va, on va arriver au bout. Il va nous rester 5 minutes. Je me permets de rappeler qu'on est dispo sur candidates.theproductcrew.io. Ouais, dites-nous un peu dans le live ce que vous en avez pensé, les problématiques que vous auriez aimé creuser un peu plus. Mais voilà ce que vous avez pensé de ce live. On est monté à 200 pers. Sofiane, vous avez quoi dans le pipe là sur les prochains mois? Euh, c'est quoi En les gros termes sujets de, post-levé, on pardon? a beaucoup de sujets. Je saurais même pas par où commencer. J'aurais dû me préparer cette question. Euh, non, on a beaucoup de sujets. Là, nous, ce qu'on est en train de prendre un petit peu de recul, on est en train d'ouvrir de nouveaux marchés, notamment des nouvelles géographies et notamment des nouvelles industries. Et on a un gros travail ici qui est un peu transverse sur ouvrir le wellness, ouvrir le fitness, qui ne sont pas les industries que l'on travaille, et ouvrir des nouvelles géos avec des systèmes de paiement, etc. Donc on a des sujets qui ont un impact assez énorme en termes d'impact pour la boîte, quand même les équipes sales et CSM, sur lesquels on manque juste un petit peu de pouvoir d'action, on va dire, côté engineering dessus. En projet Greenfield, je sais que ça parle beaucoup côté ingé, mais en projet Greenfield, on a l'app. Donc, bon, l'app, c'est les apps, hein, c'est un millier d'apps. Aujourd'hui, on a 2000 personnes qui travaillent sur les apps et ça tourne. On en déploie 10 par semaine et ça marche, quoi. Mais on a le projet de reprendre ça à peu près de zéro. Pas l'infra de déploiement, mais en tout cas le code de notre app. Et il y a des choses assez intéressantes à faire. On veut repartir un petit peu de zéro sur la structure, gamifier tout ça, rendre l'app beaucoup plus interactif, pas juste un planning sur lequel tu réserves. Donc, il y a un gros, gros, gros projet ici. Et je pourrais en parler vraiment des heures, mais
l'autre feature team qu'on pousse beaucoup actuellement, c'est la Customer Data Platform. Un peu le pendant de la data, mais côté engineering, de comment tu segmentes l'utilisateur, comment tu crées d'interactions multi-channel entre eux, entre SMS, gift card, code promo, tracking, etc. pour qu'en fait, nos clients puissent être beaucoup plus proches de leurs utilisateurs et pouvoir agir beaucoup plus finement et en direct avec eux, quoi. Je suis désolé, hein, je le dis très rapidement, mais il y a beaucoup de projets Greenfield et il y a beaucoup d'ambition en termes de business et d'ouverture de marché, quoi. Bah, écoute, canon. Ouais, moi j'ai personnellement trouvé ça assez pragmatique, assez aligné avec, avec finalement ce que nos échanges et ce que vous faites chez Bisport. Dites-nous, hein, mettez-nous une petite note sur 5. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce live? En toute transparence, enfin, c'est ce qui fait qu'on progresse dans nos lives chez TPC. Sofiane, merci beaucoup d'être venu partager un peu hein, ce que vous faites en toute transparence, Merci à toute toi. problématique avec plaisir. Voilà, c'est important de partager le mot aussi, de dire que vous êtes en plein scale, que vous avez des sujets de recrutement, euh, comme on disait, de profils plutôt seniors. Rompu à la tech et moi je peux être témoin de ça si vous avez je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à rentrer dans des projets IA, Mm, à rentrer dans des projets sexy du moment. Le recrutement m'a appris à faire gaffe aux trends artificiels, CF, le Web3 et les cryptos et compagnie. mm, Euh, mm. Privilégier des projets solides avec des gens ultra solides, vous allez vachement progresser, vous amuser, apprendre, etc. Bisport est un vrai véhicule de ça. Et en tout cas, merci beaucoup pour ce super live, Sofiane. Merci à vous aussi dans le panel d'avoir interagi et participé. Et je vous dis à très très bientôt. On a des super lives là qui arrivent sur avril-mai, donc restez connectés. Merci encore, Mehdi, pour l'invitation. Ravi de pouvoir parler de ce sujet. Si on en reparle, on parlera peut-être un peu de Fontaine un autre jour, parce que c'est un peu parent pop de cette presse. C'est dommage. Mais ça et marché, Vraiment. startup, je pense qu'il y a des choses à dire. En tout cas, merci pour l'invite. Merci pour les questions qui étaient quand même très pertinentes, très, très spécifiques. Bien, j'essaie d'être un peu concret, quoi. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et merci TPC. Allez, à bientôt. Bon après-midi tout le monde. Ciao, bye.